Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Florence. Bonjour Lilou. Merci de m'accueillir dans tes bureaux. Mais oui, soyez la bienvenue, voilà, c'est ici que ça se passe. Un endroit qui est créatif, qui bubule de plein de belles énergies. Moi j'étais intéressée de t'interviewer, on te connaît comme professeur du bonheur, on va dire, de quelqu'un qui a énormément étudié la psychologie positive et qui la transmet aussi bien auprès de personnes professionnelles, enfin à tout niveau. Et là, ton dernier livre, Bloom, sur l'écriture, justement, à quel point l'écriture peut nous aider à nous épanouir dans notre vie, ça m'intéresse et j'ai envie d'approfondir le sujet. Mais comme j'ai jamais eu l'occasion de t'interviewer, il y a tout un univers que je découvre également. Et quand on rencontre en personne quelqu'un, c'est encore différent que de les voir à l'écran, que de les voir. Tu es très connu, on te voit souvent à la télé, tu partages beaucoup de choses, on te voit sur les scènes TEDx, quelqu'un qui regorge d'énergie. On sent d'ailleurs ton dynamisme dans tes livres. Et tu vois, par rapport à la situation actuelle, cette situation justement de crise, j'ai l'impression que c'est même une situation de crise humaine où l'être humain est en train de se redécouvrir et faire face à des challenges dont il n'a jamais pu faire face avant, ou en tout cas eu l'occasion peut-être d'en faire face d'une telle façon. Qu'est-ce que, toi, avec tous les outils que tu as, comment tu vois la situation? Qu'est-ce que tu conseilles? Parce que souvent, on t'entend dire qu'il faut faire avec la situation. Ouais, mais là, on a l'impression d'avoir de moins en moins, d'avoir plein d'outils de partout, et en même temps d'être coincé dans nos vies par moments, et d'être à la merci de d'autres informations qui nous viennent de l'extérieur. Et finalement, il y a cette possibilité de se libérer, de vivre pleinement. Comment toi tu vois la situation là, humainement parlant, ou comment le mieux s'en sortir, ou au contraire, juste vraiment Bloom, s'épanouir complètement malgré les circonstances? Ta question est très très vaste. Je n'ai évidemment pas la réponse de dire comment on s'en sort. Je crois que la seule chose que l'on peut travailler chez chacun d'entre nous, c'est de comprendre et d'apprivoiser le chaos qui est le nôtre, parce que nous sommes tous en chaos. Et quand on dit crise, enfin toutes les semaines il y en a une, donc on ne peut même plus dire telle ou telle crise. Nous sommes dans un mouvement qui est un mouvement de vie finalement. Alors est-ce que la vie a été plus calme? Je ne sais pas, nous on ne peut même plus savoir si la vie a été plus calme, puisqu'elle est juste ce qu'elle est. Ouais. Mais à l'intérieur de ça, il y a des choses effroyables et il y a des choses formidables. Il y a des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle et il y a des choses sur lesquelles nous pouvons avoir l'illusion d'un contrôle. Et c'est vrai que j'aime travailler autour des sujets qui nous donnent l'illusion d'un contrôle. C'est-à-dire que quand on a la sensation de faire quelque chose qui va dans le sens de ce qui peut nous faire du bien à nous, aux gens qui sont autour de nous, etc., ça nous rend un peu plus puissants, ça nous rend moins inquiets, ça nous rend presque parfois même confiants. Et quand nous éprouvons cette confiance, c'est tout simplement plus léger. Donc c'est ça, en tout cas c'est ça qui m'intéresse. Alors l'écriture, les kiffs, enfin tout ce qu'on peut retrouver sur les sujets dont je parle, ce sera toujours la même idée. Comment rendre les choses plus légères, parce que de toute façon, elles sont lourdes. Oui, mais quand on parle de lourd et de léger, justement, c'est quelque chose qu'on ressent dans notre corps, on sent dans notre forme pensée, on va le ressentir dans notre corps, on sent comme un poids, le poids du passé, le poids de nos blessures, le poids de nos croyances, et un futur qui peut nous angoisser. Donc on le ressent quand même physiquement. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu abordes là? Parce que là, on voit l'écriture, donc il y a vraiment cette notion de main, de reliance au corps, et le corps qui s'exprime finalement. Là, il y a quelque chose dans ton dernier livre, Bloom, qui est un peu différent des autres, dans le sens où il y a ce mouvement je ne sais pas si je me fais comprendre, cette extension. Quand on est dans une écriture, il y a quelque chose de physique qui est retransmis oui, alors, du bout de nos doigts vers une page ou un écran. Je sais que le corps, et c'est bien son lien avec l'esprit, quelque chose autour duquel toi tu danses beaucoup. Très franchement, mon travail est plus un travail de tête. C'est-à-dire que j'aime tellement comprendre le fonctionnement de cette machine complètement incroyable que nous avons sous le crâne, qui nous permet de faire des choses de dingue. Alors il se trouve en effet que si on parle d'écriture, le phénomène de l'écriture est que quelque chose qui est dans notre tête va précisément passer par le bras, ou par les deux d'ailleurs quand on tape, et va se transformer, va sortir par un endroit du corps. Mais ça, c'est juste la mécanique.
Après, ce qui est tout à fait fantastique, c'est que quand on fait ça et quand on laisse libre cours à ce qui est dans notre tête et ce qui va sortir, en effet, il y a des répercussions qui sont parfois même physiologiques. Donc c'est très intéressant de voir que l'écriture peut aussi soigner des choses physiques, oui. Mais avant ça même, va surtout nous soulager sur le plan moral, mental, émotionnel. C'est tout ça qui se passe qui est tout à fait dingue. Mais dans le coup, le corps, lui aussi, on ressent cette... je veux dire, moi, ce qui m'inspire, tu vois, c'est de sentir cet élan de la vie, de sentir aussi se laisser traverser par ça. Une fois que le mental est libéré, il y a quelque chose de plus grand qui prend le dessus. Et ça, c'est fantastique de sentir ça, de se laisser traverser dans cette écriture, justement, qui peut être surprenante par moments, dans ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a à révéler. Oui, alors là, c'est vraiment propre à chacun. Les sensations que nous avons vont être très différentes. Moi, je ne promets aucune expérience extracorporelle, mais simplement, déjà, franchement, de mettre un peu d'ordre dans ce qu'on se dit. En fait, tout ce livre vient s'occuper d'un phénomène très particulier que nous avons, qui est que, embarqué en nous, il y a un commentateur permanent. Il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur de nous qui nous parle tout le temps et qui va soit rabâcher des choses, soit avoir des idées géniales, soit nous parler de la pluie et du beau temps, occuper comme ça une espèce de place démente qui fait deux choses, qui d'une part fait tellement de bruit qu'on n'est pas complètement relié à ce qui se passe en vrai avec les gens ou les situations autour de soi, et qui souvent vient appuyer sur des tourments comme ça, voilà, avec son doigt, qui fait qu'on aimerait pouvoir se sentir mieux. Et donc, lorsque nous donnons la parole à cette voix-là, eh bien, on le fait par l'écriture et ça va nous libérer d'un certain nombre de choses et ça va nous permettre surtout d'obtenir d'autres résultats que ce qu'on fait d'habitude. Donc, par où commencer dans cette écriture ? Le plus simple. Alors, en fait, il y a plusieurs éléments. Donc, de nouveau, juste pour rappeler la façon dont je travaille quand je m'intéresse à un sujet. L'idée de ce livre est partie du fait qu'après avoir écrit plusieurs essais, donc notamment une qui s'appelle 3 kiffs par jour, etc. Donc ça, c'est un travail de documentation, c'est un travail d'expérimentation, c'est un travail de récit. Je me suis dit, comme j'adore faire des choses que j'ai encore jamais faites, c'est plutôt ça qui m'intéresse, je me suis dit que j'avais jamais écrit de roman et que je ne devais pas être plus bête qu'une autre et que peut-être il était temps d'écrire un roman. Donc ça, c'est un peu mon défi personnel. Tout ça, bon, je m'assieds devant mon ordinateur et j'essaye de créer des personnages à partir de gens que je connais, j'essaye de créer des scènes, donc parfois ça démarre un peu et puis en général ça s'écroule à la fin de la journée. J'écris le lundi, en fait le lundi c'est ma journée d'écriture, le lundi soir les trucs s'effondrent d'eux-mêmes, enfin c'est calamiteux et donc plus ça va en fait, moins ça va parce que je constate que je n'y arrive pas. On perd confiance. Je suis dans un état de frustration totale, donc je souffre, je peine, je me dis mais c'est quoi ce truc, etc. Dans ces cas-là, je sais maintenant que si j'ai besoin d'aide, il faut que j'aille apprendre quelque chose. Donc j'essaye de me dire mais pourquoi est-ce que j'y arrive pas ? Pourquoi est-ce que l'écriture a bien sûrement des vertus ? Il y a bien des gens qui ont travaillé là-dessus, donc je commence à regarder, je commence à fouiner. Et je tombe sur, en effet, une mine d'études qui ont été faites sur la puissance de l'écriture. Et donc, en commençant non seulement à lire tout ça, à en voir les bienfaits, donc j'ai la confirmation, j'en ai déjà fait l'expérience, tu en as déjà fait l'expérience. Quand on écrit des choses, quand on a pris le temps de vraiment poser des choses sur le papier, on sait que ça nous fait du bien, c'est pas juste ce que l'on a à dire, c'est aussi... Il y a quelque chose de très, comment dire, une très grande construction dans le fait qu'on le fasse. Mais là, en fait, ce que je découvre me permet d'abord de distinguer les différents types d'écriture. C'est-à-dire, oui, il y a l'écriture créative. Alors, le roman, c'est une écriture créative. Oui. Mais ça n'est qu'une forme d'écriture. Oui. Et il y en a plein d'autres. Oui. Et il y a par exemple des écritures qui sont thérapeutiques, donc qui vont, en répondant à une question, en formulant une réponse à quelque chose de particulier, qui va pouvoir nous aider, mais comme le ferait une thérapie, à nous libérer du poids
d'une situation que nous avons vécue, de traumatismes, de scènes effroyables dans notre vie, de traumatismes un peu accumulés comme ça. On va pouvoir s'en débarrasser. Il y a une autre écriture, alors quand tu dis on commence par quoi? Je commencerai par celle-là. Si on se dit, bah tiens, voilà, moi parce que écrire ne veut pas dire être publié. Non, mais je pense notamment à la grande dame qui est Julia Cameron, qui a écrit Inspiring Writing, je pense en anglais, et qui préconisait tous les jours d'écrire et d'écrire, faire le matin, 10 minutes, un quart d'heure, 30 minutes d'écriture sans réfléchir, comme ça, en débranchant justement le cerveau et en écrivant. Ça, c'est une forme d'écriture, absolument, l'écriture automatique. C'est presque celle, pourquoi elle recommande le matin? Parce que les rêves, en fait, pendant nos rêves, l'inconscient se réveille. Le matin, on n'est encore pas trop loin de cet inconscient. Et si on prend une feuille de papier et qu'on se met à écrire, en effet, c'est plutôt ça qui va sortir, donc on ne contrôle pas, c'est encore mieux. Donc là aussi, ça a une forme thérapeutique. Oui, ça a déjà une... comment dire? Quand on écrit ça, le matin, c'est justement cette voix. C'est cette voix à laquelle on donne la parole. Donc c'est elle qui est en train d'écrire. Donc justement, elle nous laisse tranquille dans la journée parce qu'on lui a donné le micro, on lui a tendu le stylo en fait le matin. Donc on est peinarde. La deuxième forme d'écriture que je trouve pour le coup extrêmement thérapeutique, parce que j'ai découvert ça en m'intéressant justement à la psychologie positive, c'était un des premiers exercices qu'on nous donnait à faire, qui était de tenir un journal. Donc de raconter ce qui s'était passé. Donc là, c'est pas tant de laisser courir mon inconscient, c'est tout simplement de dire aujourd'hui... c'est beaucoup plus factuel. C'est beaucoup plus et factuel. Émotionnel. Ça peut être les deux. En tous les cas, de s'y astreindre. Pour la petite histoire, mon père, tous les jours de sa vie, depuis l'âge de 15 ans, tenait un journal. Donc, mon très grand sens de la contestation a fait que je ne tiendrai de journal. Ça a l'air d'être le truc le plus flippant au monde, donc je ne ferai jamais comme mon père. Et puis, quand même, en tombant sur ces études, je me dis, bon d'accord, je vais essayer. Et j'ai découvert ce que c'était. Et alors ça, probablement, c'est pour moi l'écriture la plus libératrice, la plus intéressante et la plus utile. Car je trouve que la vie passe à une vitesse absolument incroyable. Et en fait, on ne s'en rend pas compte. Enfin, certains peut-être s'en rendent compte. Mais j'ai une faculté, enfin plutôt on va appeler ça une faculté pour rester positif, qui est de tout oublier. Donc j'oublie ma vie, tout simplement. Et depuis que j'ai commencé à tenir un journal, j'ai une trace de non seulement ce qui s'est passé, mais j'ai une trace de mon évolution. Et donc c'est très drôle de temps en temps de relire des choses où on se dit « Ah, mais j'en suis encore là !» C'est-à-dire que peut-être un an après, je fais ça au mois de décembre, je relis toute l'année. Et je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai oubliées, donc ça remet ma vie ça la remet en musique en fait. Donc ça c'est très très précieux, parce que ça me donne une histoire, ça me donne mon histoire, ça me reconnecte à des émotions, ça me fait revivre des choses, c'est comme d'être au cinéma de sa propre vie, donc c'est marrant de devenir son personnage. Donc ça c'est une autre forme d'écriture, tu vois, qui est celle du diariste. Il existe même aujourd'hui des festivals de journaux intimes où en fait on demande même aux gens si à leur décès, typiquement le journal de mon père, peut-être que nous le donnerons à une société des journaux intimes, parce que imagine qu'on relise le journal, donc un journal qui a commencé dans les années 40 et donc il est mort dans les années 2020. C'est presque une tranche sociologique. Si on lit ça dans 50 ans, on a les modes de vie, les mouvements politiques, les mœurs, ce qu'on mange, les voitures qu'on conduisait. Enfin, on retrouve des choses du quotidien qui redonnent en plus une histoire. Ouais. Et la forme que toi, parce qu'il y a tellement de formes de journal, on est d'accord, aussi bien journal de gratitude, journal basé sur certaines choses plus précises de la vie, pour bien sûr apprécier chaque instant un peu plus, pour être plus créatif ou pour se libérer le mental. Mais est-ce que ça c'est la forme que tu mets en avant dans ce livre-là, parce que le titre, je ne l'ai pas encore lu, donc je découvre en même temps. Il y a ce côté bloom, il y a une épiphanie, il y a quelque chose, ça me fait penser à ça, ce titre, c'est-à-dire il y a quelque chose qui d'un seul coup nous surprend, vient à nous et qui est comme une révélation de vie quelque part.
Alors, de nouveau, laissons les choses à leur place. En fait, c'est juste quelque chose qui nous fait du bien. Et parfois, on a des moments de grâce. Ouais, voilà, c'est un c'est peu ça. comme le reste. Ouais. C'est que quelquefois, ce que tu décris, en effet, Bloom, pour moi, c'est à la fois le battement du cœur, l'épanouissement, etc. Et on peut avoir dans des moments créatifs, on peut avoir ça, comme on peut avoir... Je propose vraiment, dans ce livre, il est extrêmement pratique parce qu'il y a à la fois ces écritures thérapeutiques. Donc, il y a également, par exemple à l'hôpital Sainte-Anne, des ateliers d'écriture qui sont considérés comme de l'art-thérapie, où il faut savoir que 60% des patients de l'hôpital Sainte-Anne, qui sont des patients psychiatriques, participent à des ateliers d'écriture thérapeutique. Donc, c'est bien la preuve que c'est quelque chose qui, en plus, va soigner. Donc, nous avons une écriture qui peut soigner. Nous avons une écriture qui peut libérer. Nous avons une écriture qui peut consigner avec, justement, ce journal intime. Nous avons une écriture qui peut célébrer. Tu parles de la gratitude. Évidemment, tenir un journal de gratitude fait partie des choses qui vont augmenter notre niveau de satisfaction globale, c'est-à-dire de toute notre vie, si juste on consigne le meilleur. Donc il y a celle-là. Et puis, ça va jusqu'à l'écriture créative, une fois de plus, nous vivons dans un pays, c'est très intéressant, où il y a en fait plus de gens qui veulent écrire des livres que de gens qui lisent des livres. Ça fait vraiment partie de notre culture, tu sais. Ouais. C'est fou, mais de se dire, j'ai quelque chose à dire. Et alors, ça a été peut-être une de mes plus grandes découvertes, qui est que beaucoup de gens écrivent. Et on n'a absolument pas besoin d'être publié pour que ça nous fasse du bien. Ouais. En revanche, on a besoin d'être lu pour qu'un texte puisse prendre vie. Et donc, ce que j'ai inventé après avoir écrit ce livre-là, je me suis vraiment rendu compte de ça. Si je fais de la poterie, je peux fabriquer ça, je te l'offre, tu le mets sur ta table, tu le vois, mon art est vu. Mais si j'écris un texte, même regarde, celui-ci, il est complètement enfermé. Je peux t'offrir ce livre, jamais tu le liras, mais il y a un travail considérable qui a été fait. Comment faire en sorte que ce soit lu? Mais c'est le partage qui fait ça, Voilà. ouais, tout à fait. Et donc, Bloom, c'est aussi un atelier d'écriture. Donc, c'est un système que j'ai créé pour permettre, en fait, non seulement on écrit parce que c'est vertigineux d'écrire, on ne sait pas très bien par quoi commencer. Donc, quand on participe à Bloom, moi, je donne alors on appelle ça ce sont des exercices, enfin, je donne des consignes, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Je donne des consignes, donc tout le monde va écrire autour d'une consigne. Mais ce qui va se passer... Au même moment ou c'est plus une formation en ligne? Alors, c'est en ligne, mais c'est assez astucieux parce que alors ça se déroule sur une période, on commence tous en même temps. Et ça se déroule sur une période où les consignes vont tomber à intervalles réguliers et tu fais le choix d'écrire quand tu peux, mais quand tu as écrit, tu viens poster ton texte et donc tu as des lecteurs puisque tout le monde, en fait, on est dans un système que l'on co-crée intégralement. Donc, tu as des lecteurs et on se donne du feedback et donc on est lu. Donc, nos textes ont une vie, en fait. Quel que soit le type de texte. Ah non, c'est une bonne question. On ne fait pas lire son journal intime. Si tu veux, parfois il y a des consignes qui sont vraiment de l'ordre du journal intime, donc ça on ne les fait pas lire. Au contraire, parce que il y a tellement de notions dans ce bouquin, c'en est une aussi formidable. Nous avons tous et toutes besoin de pouvoir être quelque part exactement comme nous sommes. C'est-à-dire avec nos contradictions, avec nos défauts, avec notre mauvais esprit, avec justement notre esprit de contestation. Enfin, on a tous une partie extrêmement sombre qui nous habite en plus de la lumière. Et nous avons besoin de pouvoir l'exprimer. Parfois, on n'a pas les gens qu'il faut, ou on n'ose pas, ou ça ne se fait pas, ou tout simplement ça n'existe pas. Donc, il y a des gens qui vont en thérapie, complètement se livrer, le thérapeute est là pour accueillir absolument tout, mais on n'a pas besoin de faire ça qu'en thérapie. Il y a un endroit où on peut le faire, qui est complètement confidentiel, sécurisé, où on peut vraiment dire ce qu'on a à dire, c'est son journal intime. Et c'est là où écrire. Et donc, il y a évidemment des exercices qui vont être de cet ordre-là, qui sont de l'ordre de vraiment... Mais dans ce partage, il y a quelques règles.
Dans le partage. De pas partager intimement des Ah mais choses. ça c'est toujours privé. dans Ça l'atelier. on prévient toujours que ça c'est un texte privé. De toute façon, c'est pas des textes que tu aurais envie de montrer, mais ce sont des textes qui t'ont fait du bien parce que tu as pu vraiment même te raconter à toi comment tu es en vrai. C'est très libérateur. Oui, mais sur l'atelier, il y a des règles de partage. Oh oui, il y a bien pour que ça sûr. fonctionne. Ah mais oui, bien sûr, il y a une espèce de Parce que ça paraît génial, ce fait de se... Il y a une bienveillance absolument induite. Les gens s'engagent sur une charte quand ils viennent là. Enfin, on ne vient pas là pour démolir les voisins. Ça, on peut le faire partout ailleurs dans la vie. Il n'y a pas besoin de venir dans Bloom. Non, au contraire, dans Bloom, il y a quelque chose de très vulnérable, tu sais, quand tu publies ton texte. Énormément, donc même. Cette vulnérabilité, on touche à quelque chose de très, très intime. Elle est transitive, la vulnérabilité. Ouais. Si moi, je viens te livrer quelque chose, ce que tu vas me livrer, je vais le regarder évidemment avec un œil très, très ouvert. Non, mais surtout quand on parle d'écriture thérapeutique, c'est-à-dire que des fois, il y a cette chose où les gens ont envie dans les communautés, les partages, de donner leur propre avis, de devenir coach eux-mêmes. C'est pour ça que je parlais de règles, parce que je me demandais s'il y avait comme un encadrement, quelque chose qui fait que justement ça peut fonctionner. Parce que sur les communautés, on en entend énormément parler, tout le monde veut créer des communautés, mais il y a des choses quand même, il y a des guidelines, il y a des choses qui font qu'une communauté peut fonctionner et d'autres pas. Donc c'est ça qui serait intéressant, surtout là par rapport à l'intimité du récit. Oui, alors une fois de plus, les textes qui sont proposés ne sont pas, des textes qui provoquent des situations thérapeutiques. Là, nous sommes entre personnes qui aimons écrire, qui aimons ce média-là, qui avons envie d'être un peu plus grandes que d'habitude et d'être lues, et nous sommes prêts à montrer des textes. En fait, c'est ça le point commun de tout le monde. Ensuite, dans les intitulés, ils ne sont pas là pour te soigner, ils sont là pour que tu aies fait l'expérience de tout ce dont je parle dans ce livre, c'est-à-dire... en effet, parfois ça aura été thérapeutique et ça tu ne le montres pas parce que ça on va pas venir le montrer, mais parfois c'est strictement créatif, c'est très souvent strictement créatif et ça peut être léger et c'est sympa, il y a des choses qu'on écrit collectivement, enfin c'est vraiment l'histoire de se montrer en fait, d'oser peut-être pour la première fois montrer son travail et que le travail soit vu. Donc il y a quelque chose non pas de bon enfant mais d'extraordinairement respectueux et co-vulnérable. Et ça c'est notre meilleur gage d'authenticité en fait. Parce que quand toi-même tu as écrit ce roman ou tenté d'écrire ce roman, je ne sais pas s'il a été... Ah mais non, j'ai totalement laissé tomber, parce que j'ai compris autre chose. J'ai compris grâce à ce travail que je n'avais absolument pas besoin d'écrire un roman. Et que finalement, ce que je préférais dans tous les livres que j'ai écrits, c'est tout simplement d'écrire. Et ça n'a pas besoin d'être un roman. Donc moi, mon truc, c'est de trouver des informations, de les traduire dans mon langage et de les raconter. Donc c'est ça que je fais et c'est ça qui me nourrit. Donc j'arrête de me raconter. Peut-être un jour j'écrirai un roman, mais c'est vraiment plus le problème, c'est plus la question. Et des gens qui font partie de ces ateliers, eux, ont peut-être ce souhait-là. Alors, la plupart. Non, pas la plupart. Mais nous avons déjà 2 auteurs qui ont été publiés à la suite de l'atelier parce qu'ils ont été tellement encouragés, en fait, en s'astreignant. Ce qui est formidable avec Bloom, c'est que quand on s'engage dans un atelier comme ça, on s'offre les 2 mois, là, en l'occurrence ça a duré 2 mois dans ces épisodes, on s'offre 2 mois pour s'y mettre. Et on sait très bien, c'est comme le sport, c'est comme l'exercice, quand on est redevable, quand on nous attend, quand on nous connaît, quand on nous reconnaît, quand on nous donne du feedback, quand on s'engage aussi, il se passe autre chose. Et donc, il y a un participant qui a complètement changé de vie depuis sa participation à Bloom. Il a publié un roman, il a quitté son job, il est devenu auteur de polar. Mais on ne vient pas pour ça. C'est pas pour ça, Non, on ne vient pas pour ça. Il se trouve que ça s'est produit. Je suis absolument ravie que ça ait eu lieu pour lui. Enfin, on s'est absolument tous réjouis pour lui. Mais on ne vient pas pour ça. Donc on y vient pour s'épanouir, on y vient pour quoi en 2 mots? On y vient pour s'épater. On y vient pour se surprendre, on y vient pour se dire que on en est capable aussi. On y vient pour découvrir des choses et on y vient pour avoir goûté à plein de techniques d'écriture différentes pour, ça c'est mon espoir et c'est ce que j'ai observé, en retenir ne serait-ce qu'une. Si tu en gardes une, qui est celle qui te fait du bien, pour moi c'est gagné.
Et après, ça peut être un outil qui peut être utilisé Ah ben alors quotidiennement. après, tu en fais, après tu mets ça dans ta vie absolument où tu veux. Tu l'apprends à qui tu veux, tu t'en sers comme tu veux. C'est vraiment, c'est un entraînement en fait. C'est un entraînement guidé. Voilà, tu t'es un peu poussé. Moi, on pousse à ce que tu oses le faire. Et quand on parle de créativité, quand on parle d'écriture comme ça, je veux dire, plus créative ou de roman ou autre, ou de polar, il y a quelque chose de l'ordre quand même d'une ouverture de conscience quand même, quelque chose qui permettrait de libérer. Enfin, pour toi, la créativité vient d'où? C'est ces moments où les peintres, les romanciers ou autres parlent de ça sort tout seul, c'est sorti et c'est là. Ça m'a traversé et j'ai eu cet instant de grâce, comme tu disais, ce moment bloom tout le long. Et il y a des auteurs que j'ai pu interviewer de la couverture à la couverture, c'est venu comme ça. Ouais. Alors, en 15 jours. Alors, franchement, c'est presque, comment dire, ça fait presque rêver. Pour moi, l'écriture est plus de l'ordre d'un travail régulier où tout à coup s'invite quelque chose. Donc, moi, j'appelle ça des muses, où les muses rendent visite. Et il y a des moments où c'est plus facile et c'est plus sympa et ça coule de source et la journée passe vite. Il y a des moments. Mais je ne prétendrai absolument pas que ce moment est chez moi permanent. Mais en effet, quand ça se produit, c'est complètement génial. Et alors, la particularité des muses... Et ça peut s'inviter. Oui, c'est ça. La particularité des muses, c'est que donc elles se pointent, tac, elles font un petit bout de chemin ensemble. Et je crois qu'elles sont très occupées parce qu'ensuite, elles partent ailleurs. Mais un autre jour, il y en a une autre qui peut se pointer et qui vient. Et hop, tu vois, il faut lui monter sur le dos, lui laisser de la place, l'écouter, etc. Mais ça, en effet, c'est plus de l'ordre de quelque chose de spirituel. C'est pas une technique, c'est quand ça se produit. Là, c'est là où la gratitude intervient, c'est de se dire « Oh là là, merci, et de continuer ». Parce que cette conversation me fait penser à Elizabeth Gilbert, qui est donc cette New York Times bestseller, qui a écrit Big Dream, et qui est fascinante avec ce concept de nuage, en fait, presque créatif et d'information qui passe, qui vient à nous, qui peut être... Et que si on n'agrippe pas cette bonne idée, cette brillante idée, cette idée géniale, ou même un livre qui devait s'écrire, d'ailleurs c'est de son départ dans ce livre, quelqu'un d'autre va l'apprendre si nous, on n'a pas l'audace, le courage de l'incarner et de le coucher. Et je me demandais si ça te parle, ce genre par rapport à des idées qui doivent justement germer, qui peuvent se transmettre à travers l'écriture, d'invention, de livres, quel que soit pour que cette société puisse... Mais c'est ça la création, c'est quand une sensibilité s'empare d'informations multiples et donc ça va donner une autre forme. Tu vois, je crois qu'on invente assez peu de choses. On compose avec ce qui nous traverse, quelque chose qui, parce que c'est comme si on y mettait un peu notre mayonnaise, et parce que c'est notre mayonnaise, ça devient quelque chose de très personnel. Et c'est ça la créativité. Et tu parles d'écriture, de peintre, etc. Mais quand on cuisine, c'est pareil. Moi, j'ai exactement les mêmes sensations quand je vais cuisiner un plat que quand je vais m'asseoir pour écrire. Moi, je n'aime que ça. Je n'aime qu'être traversée par le désir de confectionner quelque chose, mais je me mets vraiment plus dans une position d'artisan en fait que d'artiste, tu vois. Mais en fait c'est la même chose, ce sont des assemblages, c'est les discussions qu'on a toutes les deux, c'est des choses qui se passent à ce moment-là qui vont provoquer, de là va jaillir quelque chose qui est en train de se produire là tout de suite. Ça c'est génial, ça pour moi c'est vraiment le but de la vie en fait. Tu ressens d'avoir, pour terminer cette interview, parce que j'ai plein de questions, normal, c'est la première fois, donc, mais est-ce que tu as la sensation d'accomplir ta mission de vie, ou que les gens ont une mission de vie? Alors, est-ce que j'ai... C'est un terme qui te parle même? Mission de vie, je ne sais pas si mission de vie est un terme, je ne sais pas si j'ai envie d'accomplissement, c'est pourquoi tu es venue? De le limiter comme un devoir, et on pourrait faire check, j'ai fait mon devoir. Mon devoir est en cours, il est en cours, tous les jours il est en cours, il est pas fini, je ne peux pas te dire quelle est sa finalité, je sais quelle est sa température, je sais
quelles sont justement les missions, les moments, les situations dans lesquelles je me retrouve, qui me donnent chaud, qui me donnent de l'énergie, qui chauffent l'environnement qui est avec moi à ce moment-là. Ça, je sais le dire quand ça se produit. Mais je ne sais pas s'il a commencé avant que j'arrive, il continuera peut-être après que je sois partie. Mission de vie, c'est comme s'il y avait vraiment une case à cocher. Ouais. Je n'ai pas du tout envie de cocher la case. Je préfère veiller à ce que l'expérience se perdure, se reproduise. Non, je parlais plutôt d'un bonheur profond d'accomplir quelque chose et d'accoucher, d'avoir accouché de quelque chose qui vraiment te parle, qui a du sens, qui a un impact sur le monde. C'est plus dans ce sens-là que je voulais parler de mission de vie. Oui, alors franchement, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent de ressentir. Je comprends ce que tu dis là. J'ai parfois l'impression d'être tout à fait à ma place. Voilà. Et quand je me sens tout à fait à ma place, c'est joyeux, c'est vivant. Ouais. Ça ne dure pas nécessairement. Enfin, tu vois, ça peut être justement interrompu par plein de choses, parce que la vie est complexe. Ça peut être interrompu, mais ça revient, ça peut revenir. Et c'est vrai que depuis maintenant 10 ans, depuis que je parle de ce sujet-là, c'est comme si il y avait une longue préparation avant. Et depuis que je parle de ce sujet-là, je n'ai plus jamais eu la sensation de travailler. C'est bon ça. Alors que je n'ai jamais autant travaillé. Mais oui. Voilà. Donc si c'est ça, ce que tu appelles la mission, en tout cas pour moi c'est la place, c'est ma place. Mais merci beaucoup Florence pour cette interview. Est-ce qu'on peut savoir tes prochaines étapes, ton prochain livre, les sujets qui t'intéressent en ce moment? Alors, pas de prochain livre pour l'instant. Il y en a un petit, mais c'est un petit livre pour jouer. Non, ce que je n'ai encore jamais fait et qui m'intéresse, c'est de travailler avec des gens en comité très réduit. C'est-à-dire, j'ai mis au point un programme qui permet de vraiment trouver certaines composantes. Tu sais, je suis un peu plus âgée que toi et j'arrive et je sens que les femmes autour de moi, en tout cas de ma tranche d'âge, nous arrivons vers une 4e vie. Je ne sais pas combien il y en a, mais en tout cas, la 4e arrive. Et c'est un vrai passage justement de rester dans cette essence quand pas mal de choses vont se transformer, donc ça c'est le sujet qui m'intéresse. Et puis évidemment, je continue mon travail dans cet atelier d'écriture parce que quelle que soit notre vie, que ce soit la première, la 12e, c'est un outil qui est tellement précieux que les ateliers Bloom continuent. Merci beaucoup Florence. Merci Lilo. Merci chers co-créateurs d'avoir écouté, suivi cette interview et puis n'hésitez pas à la partager. Et voilà, Bloom, il est là. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.